des traités européens pour plus de discipline budgétaire. Il a justifié aujourd'hui sa décision devant le Parlement, le Premier ministre britannique qui veut notamment protéger les intérêts de la City, première place financière européenne. On va en reparler dans un instant, mais je voudrais qu'on revienne sur cette une du Sun, Up Yours, et on va la voir cette une du Sun parce qu'elle a fait aussi réagir Anne-Elisabeth Moutet. On l'a traduit par allez vous faire voir. Ça, c'est notre. Ça, c'est celle de 91. C'est pas celle qu'on voulait. Elle fait référence à celle-ci. C'est pour ça qu'il y a le jeu de mots de Up Yours, E-U-R-S, comme européen. C'est une qui a été faite au moment des discussions sur le traité de Maastricht. Et le Sun avait dit Up Yours, Delors, on ne veut pas de cette Europe. Et alors un journaliste était allé interviewer Jacques Delors en lui disant qu'est-ce que vous pensez de ces Anglais horribles qui vous insultent. Et il a dit écoutez, de tous les pays européens, le seul où il y a un débat vraiment populaire sur les questions européennes politiques, c'est l'Angleterre. Alors je peux ne pas aimer ce que les gens disent, mais c'est leur droit. Et en attendant, c'est pas un débat qui existe ailleurs. Et donc il avait, dans une certaine mesure, donné un satisfecit de liberté de la presse. Voilà, et ça c'est la dernière une du Sun. Il avait été débattre en Angleterre. Il a été débattre. Et tout le monde se moquait de son accent français, mais il y allait. Les gens admiraient son fair play, et ça c'est un truc. Mais vous pensez qu'on devrait peut-être y aller aussi en Angleterre et expliquer aux Britanniques l'Europe de demain? Il y a quelque chose qui m'étonne quand même par rapport à IS5 où il y a même 20 ans, c'est que la Commission européenne rentrait beaucoup plus dans le débat. Jacques Delors, on le voyait en Allemagne, on le voyait en France, on le voyait au Royaume-Uni. Et donc, il y avait un rôle politique. Alors, on disait que c'était technocrate, mais il y avait un vrai rôle politique. C'était un politique. Et on a la Commission européenne, c'est complètement sous la pression des États, mais elle s'est complètement technocratisée, alors qu'elle ne l'était pas tant que ça. Et c'est nous qui l'avons voulu. Je dis nous, c'est les Britanniques, c'est les Français, c'est les Allemands. Et aujourd'hui, ça pose un véritable problème parce qu'on voit bien que les propositions ne devraient pas venir des États, mais devraient venir de la Commission européenne et que ça éviterait d'ailleurs un face-à-face entre Paris et Berlin pour se demander qui est le plus fort, qui est le plus beau. Ça pourrait changer s'il y avait un vrai président de l'Europe. Oui, mais on a nous-mêmes, quelque part, tué l'outil qui nous permettait de faire porter l'intérêt général européen. Alors, je voudrais que pour nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi David Cameron a dit non. Vendredi et samedi, il a dit non, notamment pour protéger les intérêts de la City. Alors, c'est quoi cette City? Je vous propose ensuite de faire un point avec Carlotta Ranieri. On en reparle ensuite avec nos invités. Les intérêts de la City valent-ils la mise au banc de l'Europe des 27? Pour David Cameron et les eurosceptiques britanniques, la réponse est positive. La City à Londres, là où ont lieu les 3/4 des opérations boursières d'Europe, une activité qui représente 10% de la richesse nationale. Une entrée d'argent trop juteuse pour que la Grande-Bretagne s'en passe, alors que le pays lutte contre une dette publique qui a dépassé les 1000 milliards d'euros. Avec son veto au sommet européen, David Cameron a tenu sa parole, lui qui pendant des semaines avait martelé qu'il refuserait toute proposition visant à taxer les transactions financières britanniques, autrement dit, frapper le pays dans son cœur financier. Le nom du Premier ministre est une victoire pour les eurosceptiques et pour le ministre des Finances. Je pense que David Cameron, notre Premier ministre, a défendu les intérêts britanniques. C'était une décision difficile, mais je pense que c'était la bonne. Londres se met donc à l'abri de la surveillance européenne. Le pays craint qu'une taxe sur les transactions financières ne fasse fuir les banques qui pourraient se tourner vers d'autres places comme New York ou Hong Kong. Le futur de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne menacé, l'avenir le dira, mais c'est peut-être davantage l'équilibre politique du pays qu'il faut surveiller. Des informations ont donné la coalition au pouvoir en danger avec un possible départ des libéraux-démocrates. Nick Clegg n'a pas manqué de critiquer la position du Premier ministre tout en démentant toute rumeur de fin de l'alliance. Ce serait encore pire pour nous si la coalition gouvernementale s'effondrait. Cela provoquerait un désastre économique pour notre pays en cette période d'incertitude. La crise a déjà durement affecté la City à Londres. Plus de 30 000 emplois ont été détruits depuis 2008. Et selon plusieurs études, les perspectives pour 2012 sont loin d'être optimistes. Anne-Elisabeth, concrètement, en quoi la City sera pénalisée Alors, moi je pense que c'est un mauvais calcul britannique parce que la place financière de New York, la place financière de Hong Kong, elle n'existe pas. Et la confiance dans les pratiques de la place financière de Hong Kong, elle n'existe pas du tout. L'idée qu'on puisse gérer une bourse d'une manière saine, avec des bonnes réglementations en Chine, il ne faut pas rêver, pas maintenant. Plus tard peut-être, mais pas maintenant. Donc, pour la Chine, pour même des places comme Singapour, ça n'existe pas. Et pour New York, en fait, New York, depuis presque 10 ans, perd au contraire beaucoup de transactions, de lancements, etc., aux places européennes et en
particulier à Londres, à cause de cette loi ridicule qui s'appelle Sarbanes-Oxley, du nom des 2 parlementaires qui l'ont poussée, et qui met tellement de coûts supplémentaires pour l'introduction en bourse d'une société que, au contraire, les gens se sont enfuis. Et j'ajouterais que d'un point de vue purement... Vous défendez en fait la City, vous dites mais je pense que la City est plus moderne et que la bourse de Paris même est plus moderne d'un point de vue technique, et que les coûts, la taxe Tobin, enfin la taxe sur les transactions financières qui serait appliquée électroniquement serait infiniment moins douloureuse pour les transactions qui passent qui passeraient dans une bourse européenne que les coûts induits de la bourse de New York. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle perd des listings régulièrement depuis 10 ans. Alors, elle est pour essentiellement un marché unique au sein du marché unique. Alors, c'est un marché dans un marché, c'est l'exception pour la City. Alors qu'elle peut exister sur une île à part entière, isolée, balkanisée. Ils se sont trompés sur ça, parce que je pense que la City peut se débrouiller avec la taxation financière qui ne sera pas très importante, qui est facile à appliquer. Et d'autre part, toute une partie des acteurs de la City, s'ils veulent opérer en Europe, seront obligés tout de même de l'appliquer. Donc je pense que sur ce coup-là, c'est une mauvaise décision anglaise. D'abord, il faut voir que la classe financière britannique, et quand je dis britannique, je le dis avec susceptibilité, parce qu'ils sont beaucoup d'Européens ou de gens du monde entier, oui. et plutôt divisés, et plutôt en faveur d'une intégration européenne plus forte. Donc la vérité, c'est que la City n'est pas demandeuse de ce que demande Monsieur Cameron. Donc, et on le voit très clairement dans le Financial Times, par exemple. Mais concrètement, excusez-moi cette question, est-ce que la City perdrait de l'argent si demain, s'ils avaient signé ce titre, est-ce que la City perdrait de l'argent? Il y a autre chose sur lequel la City perdrait de l'argent. C'est un prétexte, Guillaume Clossard. Pour moi, il est possible qu'elle prenne de l'argent, mais qu'elle perde de l'argent, mais avant tout, c'est un prétexte utilisé par Cameron pour dire non, en disant il y a des intérêts britanniques bien identifiés, la City, qui sont finalement au cœur d'une identité qui pose problème. Mais en fait, il exagère, comme vous le dites, ça pourrait être un retour de manivelle contre la City de Londres, dans la mesure où il y a des banques qui pourraient quitter carrément la City pour s'installer là-bas sur le continent. Pourquoi pas Paris, Amsterdam, Dublin? Ça fait un temps qu'ils disent qu'ils vont le faire et ils le font pas. Il y a une question de qualité de vie, c'est que les banquiers, ils aiment bien Londres pour la qualité de vie. Non, c'est pas. Je pense que c'est une question de gens qui travaillent avec vous. C'est une question de gens qui ont du talent. Mais il y a d'autres choses. Il y a des réglementations qui sont faites à Bruxelles et qui sont particulièrement stupides parce que essentiellement, tous les trucs post-crise de 2008 consistent à dire aux assureurs comme aux banquiers, vous devez garder dans vos caisses suffisamment d'argent pour ne pas tomber en faillite, et donc dès que vous avez des titres qui baissent en bourse, surtout vendez-les pour ne plus avoir ces mauvais titres. Et qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la crise. Parce que ça, c'est des raisonnements de bureaucrates à Bruxelles. Bâle 2 et Bâle 3 et Solvency 2, c'est ça. Et donc, là où les Britanniques ont raison, c'est que Bruxelles n'est pas nécessairement aussi qualifiée qu'on ne croit pour faire de la bonne réglementation financière. À ceci près que ce n'est pas que les bureaucrates qui ont fait ça, c'est les autorités des marchés financiers des différents pays qui l'ont recommandé. Et ce n'est pas des bureaucrates ? Oui, mais c'est des bureaucrates nationaux. C'est pas des bureaucrates. Ça, et parmi les bureaucrates nationaux, il faut dire que le plus avancé en Europe, et celui qui veut aller le plus loin, c'est quand même le patron de l'autorité financière britannique, M. Adair Turner, qui a énormément d'impact sur les autres, et donc qui fait faire que les réglementations européennes qu'il souhaiterait pour la Grande-Bretagne sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus sévères que ce que les responsables des autorités des marchés financiers nationaux souhaitent. C'est un petit détail quand même, mais c'est quand même assez cocasse. Les banquiers préfèrent rester pour la qualité de vie, c'est plutôt pour les bonus quand même qui sont plus conséquents quand même à Londres qu'ils ne sont à Paris. Oui, mais ils s'embêtent beaucoup à Francfort. Parce que quel est le sujet? C'est le match Francfort versus Londres. Le vrai sujet, il est là au niveau des... Moi, je pense que les banques resteront à Francfort et elles resteront aussi à Londres. Il va y avoir des petits effets d'éviction. On ne sait pas très bien les comptabiliser. Mais la crainte, surtout à mon avis, de Cameron, c'est que la régulation européenne s'applique de fait que les Britanniques doivent suivre parce que les Européens peuvent demander à leurs banques, qui ont leur siège dans l'Union européenne, continentale, pardon, sur le continent, d'appliquer de manière extraterritoriale la réglementation. Et ça, c'est possible. Et la question qui se pose, est-ce qu'il n'est pas le temps aussi de réformer cette City qui spécule notamment sur les dettes souveraines de pays, qui est hors de contrôle? Est-ce que c'est pas le temps justement de profiter? Il faut qu'il y ait un accord entre les Européens et les Américains. Et il est sûr que si l'ensemble des Européens ont une unité sur ce sujet, comme ils l'avaient d'ailleurs, il faut le rappeler, en octobre 2008, on est en position de discuter. S'il y a des divisions européennes fortes, on aura des difficultés à faire. Mais il faut voir aussi qu'aux États-Unis, aujourd'hui, ils réglementent plus, quelque part. Ils réglementent beaucoup les marchés financiers. Les Européens ont du retard là-dessus. Martha Andreasen voudrait réagir. Elle est avec nous en direct de Strasbourg. Oui, allô ?
Sur la City, justement, Marta Andreasson, est-ce que vous pensez que si Cameron avait dit oui à l'Europe vendredi et samedi, avait accepté la modification des traités, est-ce que vous pensez que, que la City aurait été en difficulté et que ses intérêts non, étaient menacés? Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du secteur financier de la City à Londres d'accepter cet impôt, cette taxe Tobin, comment on veut l'appeler. Parce qu'au début, on doit penser que les budgets du Royaume-Uni, ils se financent sur ce type d'impôt du secteur financier. Donc, si on va avoir un deuxième impôt, ça va faire que le secteur financier se déplace sur un autre marché dans lequel il peut opérer sans ce type d'impôts. Donc, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du Britannique, même dans le secteur financier, et contrairement à ce que quelqu'un disait là-bas, je pense que c'est le secteur financier qui a fait des pressions sur Cameron. Le secteur financier est très important et même il résiste, il ne veut pas la réglementation qui est imposée par l'Union européenne. Alors, donc, je pense que c'est pas grave qu'il a fait cette décision en tant que il est en train de défendre les intérêts du Britannique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer dans cette situation, comme je disais avant, d'être dans, mais pas dans. Donc, je pense qu'il doit prendre une décision. Voilà. Alors, je voudrais qu'on regarde cette première réaction de Nicolas Sarkozy à ce veto britannique. C'est dans le quotidien donc, du Monde, daté de ce mardi. Voilà ce que dit le président français. Il y a désormais clairement deux Europes. L'une qui veut davantage de solidarité entre ses membres et de régulation, et l'autre qui s'attache à la seule logique du marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Anne-Elisabeth Moutet? C'est-à-dire que le Royaume-Uni ne s'attache qu'à la seule logique du marché. Aujourd'hui, est-ce qu'on s'achemine vers une Europe à deux vitesses, ou est-ce que finalement elle a toujours existé, cette Europe? La citation complète, c'est la seule logique du marché unique. Et du marché unique, ce qui veut dire que la Grande-Bretagne essentiellement dit moi je veux seulement un peu d'Europe. C'est l'Europe qui est l'Europe du marché, de ce qu'on appelait le marché commun. C'est pas faux, je veux dire, c'est un constat réaliste. Dans une certaine mesure, c'est toujours ce que les Anglais ont voulu et rien d'autre. Attends, un moment. C'est pas la Grande-Bretagne qui dit ça, c'est Cameron qui a dit ça. Mais la plupart des gens veulent s'en sortir de l'Union européenne. On veut pas une partie de l'Union européenne, on veut s'en sortir de l'Union européenne. Même du marché unique. Même du marché commun. Même du marché unique. On veut s'en sortir dans toutes les conséquences. Mais Marta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, va vivre seul, isolé, alors qu'on vit dans un monde entouré de grands blocs, les États-Unis, les émergents, l'Europe, et le Royaume-Uni sera tout seul, là, au milieu de la Manche. Non, je ne pense pas que c'est tout seul. La Grande-Bretagne a eu toute une vie avant de l'Union européenne. Je pense que l'Union... Oui, mais le monde a changé. Le monde a changé, le monde change. Oui, le monde a changé pour tout le monde, mais l'Union européenne ne donne pas des atouts, des bénéfices, vraiment, et en comparaison avec tous les problèmes qu'il pose. Bon, Guillaume Clossat, Marta Anderson, elle n'aime pas l'Union européenne. On revient à la situation qu'on sait qu'on a dit déjà, et on n'a pas de la démocratie. On ne veut pas être une partie d'un projet qui n'est pas... qui ne fait pas partie vous voulez rester souverain, on l'a bien compris. Vous voulez sortir de l'Europe, Guillaume Clossat? Moi, je pense que c'est Est-ce que c'est viable pour le Royaume-Uni? Il y a deux choses. D'abord, je pense qu'il y a un moment où il faut que le débat sur l'Europe ait véritablement lieu au Royaume-Uni et que les Britanniques se posent la question du coût ou du non-coût et que on l'évalue véritablement, parce que jusqu'à présent, on ne l'a jamais véritablement évalué. Et ça, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et si le Royaume-Uni veut être une grande démocratie, comme les Britanniques n'arrêtent pas de le dire, eh ben, qu'il fasse ce débat. Et quelque part, qu'il se pose la question, dans le monde tel qu'il est devenu, si un peuple comme le peuple britannique veut jouer le jeu du continent européen et veut aussi porter les valeurs européennes dans le monde, ou si il souhaite
s'éloigner de l'Union européenne, sachant que l'une des raisons qui avait conduit les Britanniques à rentrer dans l'Union européenne, enfin il y en avait deux. D'une part, c'est que l'Empire britannique était moribond et finissant, et l'espoir qu'avait suscité le Commonwealth d'influence avait disparu. Et puis deuxièmement, il y avait une situation économique britannique qui n'était pas bonne du tout. Et les Britanniques avaient véritablement besoin du marché européen, mais aussi des aides européennes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les aides européennes, les 10 premières années, ont joué un rôle fondamental dans la restructuration de l'économie britannique. Mais en gros, si je vous écoute, donc, ils ont bien profité de l'Europe et des aides européennes. Et aujourd'hui, qu'on leur demande de la solidarité, et bien voilà qu'ils sont absents. Ils sont rentrés dans un projet business où on cherche des avantages. Or, il y a une grande partie des Européens qui voyaient, en tout cas les pères fondateurs, un projet politique et un projet démocratique. Ils ont profité jusqu'ici de la position, en fait, à moitié dedans, à moitié dehors. Ça s'appelle le fait de passagers clandestins, en fait. Exactement, mais et outre-Atlantique, les États-Unis ont toujours perçu la Grande-Bretagne comme un pont vers l'Europe, quoi. C'était un moyen de faire le passage vers l'Europe. Et maintenant, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça risque de s'effondrer complètement. C'est-à-dire, le grand danger, le vrai danger, je crois que le vrai danger soit que, comme l'a dit Nick Clegg, que la Grande-Bretagne soit, oui, à la fois marginalisée, isolée, mais que la Grande-Bretagne ne soit plus perçue comme ce point de passage vers l'Europe. Alors, du côté des États-Unis, ils ne voient pas la Grande-Bretagne comme un allié vers l'Europe, et les Européennes ne voient plus la Grande-Bretagne comme étant un point de passage vers les États-Unis. Un tout dernier mot, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Anne-Elisabeth, est-ce que le Royaume-Uni peut vivre comme ça, de manière isolée, insulaire? Alors, j'espère que non, parce que je ne suis pas sûre qu'il peut vivre comme ça. Je voudrais même dire que les subventions européennes étaient la réparation d'une grande injustice, qui est que la Grande-Bretagne, à la différence de la totalité du continent européen, n'a pas reçu des aides du plan Marshall pendant 30 ans, et que l'une des raisons pour lesquelles c'était un pays qui était devenu si pauvre dans les années 70, c'était aussi ça. Et donc, dans une certaine mesure, on leur donnait quelque chose auquel ils avaient franchement droit. Voilà. Mais un mot, parce que le peuple britannique et les citoyens britanniques, en fait, partagent énormément de valeurs et d'attentes, mais aussi d'attachement à un certain modèle social. Et quelque part, ils refusent de le voir pleinement et de voir qu'ils sont beaucoup plus comparables. Ils sont beaucoup plus proches des Européens que du reste du monde. Mais il faudra peut-être leur expliquer qu'ils sont peut-être beaucoup plus proches des Européens que du reste. Il faudra leur expliquer. Des continentaux. Ils sont européens. Ils sont pleinement des Européens, et il faut qu'ils en prennent véritablement conscience. Ils sont tellement européens qu'ils n'en veulent pas, en tout cas aujourd'hui, de l'Europe, mais il faudra leur expliquer que c'est formidable, l'Europe. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24. Merci également à Martin Andreasen qui était avec nous en direct de Strasbourg. C'est la fin de ce débat. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.